Allô, bonjour, sinon bonsoir, éclaireur. Bonsoir, cher ami, comment allez-vous? Ça va très très bien. Et vous-même? Je sens que la voix est très limpide, ce qui signifie que tout va pour le mieux. Et ça, on ne peut que demander. Oui, ouais, je vais très bien. Non, je le sens par la Ça voix, va. oui, oui. Et puisse encore Dieu augmenter la santé et qu'il nous donne Amin, vraiment toute Inch'Allah. la force nécessaire et Amin, l'énergie Inch'Allah. pour continuer vraiment à être Amin, positif. Inch'Allah. Et vraiment, merci beaucoup. Je vous dis merci aussi. Merci. Beaucoup de respect par l'élégance intellectuelle. Parce que, en réalité, un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait un pacte de vérité avec la vérité. Ça sert à rien d'apprendre beaucoup de choses et puis finalement verser dans le mensonge comme Tidiane Thiam en train de le faire. Il a humilié le savoir dont il se réclame. Il a humilié la connaissance. Il n'a pas valorisé la connaissance. La connaissance est tellement noble parce que sans connaissance, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de lumière. Et donc, la connaissance, c'est la substantifique moelle de la vie de chacun de nous. Je voudrais vraiment, avant de continuer, remercier notre sœur Geneva, qui a touché pas mal de points très très importants. Que Dieu, en tout cas, la bénisse et toutes nos mamans, voilà, sur la plateforme, et tous les EPV qui sont soit en train de nous écouter, ou en tout cas qui sont en tout cas occupés à d'autres choses, que Dieu nous assiste. Éclaireur, l'intervention d'aujourd'hui me conforte dans le sens que ce n'est pas par hasard que nous nous rencontrons sur cette plateforme. Vous voyez, maintenant, le champ politique est ouvert. Tout est maintenant ouvert. Mais je vois la main invisible de Dieu dans ce combat. Et je l'ai dit il y a quelque temps, que la Côte d'Ivoire est piégée, a été piégée. Et voilà que par la stratégie divine que nous sommes en train d'accompagner, d'en être aussi, parce que nous sommes en train d'être utilisés par Dieu, voilà que par cette alchimie, les gens sont en train de nous servir la vérité sans s'en rendre compte. Si aujourd'hui Tidiane Thiam et l'opposition tout entière se met aujourd'hui en branle, c'est parce que très certainement, le processus de toilettage qui est en cours est en train de faire un effet, un grand effet. Et c'est pour cette raison que nous devons observer le silence comment on appelle ça, du président de la République, qui a fait l'économie de se mettre sur la toile ou devant les médias pour toujours répondre aux provocations, continuer sur le terrain véritable, la transformation structurelle et structurante de notre pays. On nous a arraché notre pays, mais de la manière la plus violente, mais ça a été une violence silencieuse. Ils nous ont humiliés, mais aujourd'hui, la vérité est en train de sortir. Il faut que le PDCI se souvienne de ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Il y a eu un moment où le PDCI était à la hauteur des ambitions que le pays attendait d'eux. Mais après, ils nous ont trahis. Ils ont pris la Côte d'Ivoire, ils l'ont arraché aux Ivoiriens et ils ont donné, en tout cas, ils ont mis des personnes écrans pour mieux exploiter le pays. Mais Dieu est venu sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui se passe de façon plus éclatante aujourd'hui. J'entends certains de nos militants qui s'inquiètent pour l'après-Ouattara. Mais l'après-Ouattara a commencé. Parce que ce qui devait nous inquiéter, c'est de voir que le processus qui est en cours n'avait pas été perçu par la plupart des collaborateurs. Nous avons compris qu'il y a un choix. Le président a réussi à mettre en place un choix qu'il ne faut pas changer.
c'est de continuer à bâtir la nation et petit à petit écarter toutes ces personnes-là, les laisser vociférer et continuer le processus de transformation de notre pays. Figurez-vous, si vous observez de près, vous allez voir que la digitalisation, la politique de digitalisation est en tout cas accélérée par le pouvoir en place, est en train de faire un effet de boomerang dans notre pays. Parce que c'est comme ça, nous allons déceler toutes les astuces, parce que les archives administratives de notre pays étaient complètement mises sous silence pour éviter que les populations ivoiriennes accèdent à l'information qui pourrait les éveiller au point de les discréditer. Si Tidiane Thiam vient aussi précipitamment pour pouvoir récupérer le PDCI, c'est parce qu'ils savent que la menace est réelle et elle est devenue pratiquement irréversible. C'est une tentative pour récupérer le pays, pour en tout cas plonger encore la Côte d'Ivoire dans ce dessin mafieux qu'ils ont toujours organisé depuis les années 70. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont perdu la Côte d'Ivoire. Et je suis, au même titre que beaucoup d'hommes qui sont silencieux, contemporains de ces faits-là, parce que j'ai été élevé dans une famille de politiciens. Et la politique, j'ai vécu avec. J'ai jamais été d'accord avec ce qui se passait. Vous voyez, il est en train de se dessiner une remise à plat du fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Pour certains, ils parlent d'états généraux de la Côte d'Ivoire. Les états généraux de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est en train de se faire. Et donc, apprêtons-nous, en tant que serviteurs de notre nation, pour vraiment garder la force et accompagner ce pouvoir-là, qui a fait l'essentiel. C'est à nous maintenant de consolider ces acquis-là. Il faudrait que celui qui s'essaie au champ politique soit vraiment digne de confiance. Et qu'il ne vienne pas, en tout cas, bercer les gens dans le sens de les maintenir dans l'obscurité. Ça fait beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire. Quel traitement a été réservé à l'école ivoirienne? Les Ivoiriens qui nous écoutent aujourd'hui se souviennent pour la plupart du bac probatoire ou le bac anticipé. Une institution qui n'avait aucune valeur, mais qui a été décidée au mépris des ambitions du pays, des ambitions de développement, pour freiner, n'est-ce pas, comme on appelle ça les Ivoiriens, à accéder à des études supérieures au motif que le niveau était bas. Mais quand le niveau est bas, ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça, des décisions de cette nature-là. Il faut créer des écoles. Il faut que le corps enseignant soit beaucoup plus amélioré en termes de quantité, en termes d'offres et de qualité pour pouvoir relever le défi. Mais ce qui était en bas, c'était d'empêcher que les Ivoiriens, en tout cas, deviennent plus nombreux, intellectuels, que les intellectuels ivoiriens deviennent plus nombreux pour pouvoir, n'est-ce pas, contrebalancer leur pouvoir qui était mis en place. Laurent Gbagbo avait compris cela. Mais quand il est venu au pouvoir, quand il a vu les milliards sur la table, il a oublié la mission. Cher René, voilà. Oui. J'allais vous arrêter un instant pour expliquer simplement ça aux gens. Allez-y. Vous êtes en train de nous dire que quand la Côte d'Ivoire, au soir du 7 août 1960, la Côte d'Ivoire est remise aux Ivoiriens, nous n'avions pas d'intellectuels ivoiriens. Donc, on a pris des coopérants français, des enseignants dahoméens, qu'on appelle aujourd'hui béninois, et des enseignants sénégalais, et en fonction des compétences, puisque l'école normale William Ponty se trouvait à Dakar. Donc, on a fait appel à ces intellectuels étrangers qui n'étaient pas ivoiriens. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont vu que la Côte d'Ivoire était intéressante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont blagué Félix Houphouët-Boigny pour mettre le probatoire, le bac probatoire qui était, quand tu étais en classe de première, tu vas passer un examen pour aller en classe de terminale. Et ils ont fait ça exprès pour empêcher les jeunes Ivoiriens d'avoir accès au bac pour pouvoir les remplacer. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Effectivement. Ok.
Et tout ça pour garder la même mise. Ça dit que, quand vous le disiez, l'écrivain et camerounais qui a dit même basse sur le Cameroun, c'était le même processus. Donc aujourd'hui que nous sommes en train de sortir de cette situation, vous voyez, ça fait beaucoup de frissons. Et ces gens-là ne vont jamais aimer le président de la République. Parce que c'est un homme qui aime son pays et qui est aussi épris de valeurs. De valeurs de justice. Il ne peut pas accepter que son pays, en tout cas, soit traité de cette façon-là. Donc cette haine ne va pas s'arrêter. Mais nous, on a compris. Nous, on a compris cela. Donc nous allons continuer à pilonner. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, pour être un peu plus court, est en train de nous donner tous les leviers nécessaires pour vraiment accélérer le démantèlement de ces systèmes-là. Parce que quand il s'arrête pour dire que cet article est sombre, quand il s'attaque au président de la République, on a bien compris que le combat qu'il mène, c'est ce combat-là. Maintenir l'ancien système, revenir à ce qui a fait le malheur de la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est en train de mettre la haine et la division dans le peuple ivoirien. Parce qu'en réalité, la majorité des Ivoiriens veulent le progrès. Et ils apprécient très bien ce qui se passe actuellement sur le terrain. Parce qu'ils veulent une vie digne. Ils veulent être dans des conditions de vie acceptables. Ça a été toujours ce qui a été réclamé aux pouvoirs anciens. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait un système. Quand vous regardez, par exemple, les sociétés d'État qui ont été créées à l'époque et qui ont disparu brusquement par mauvaise gestion, c'était le même processus. Et ces sociétés ont été bradées pratiquement. Il faudrait que des gens comme Bion nous expliquent comment ils ont eu ces sociétés qu'ils ont aujourd'hui. L'après Ouattara va être plus intéressant que maintenant. Parce que nous surveillons le processus, en tout cas, de toilettage de notre pays. Nous ne pouvons pas être, n'est-ce pas, comment on appelle ça, privés de nos droits et de nos biens de cette façon aussi honteuse. Qu'a été, en tout cas, le processus de privatisation des seaux de sucre? C'est des questions essentielles. Mais ils ont joué, en tout cas, avec une malice exceptionnelle qui est digne d'eux, qui est digne d'eux, mais qui est indigne d'éviter à la Côte d'Ivoire de faire le procès de la gestion du président Félix Houphouët-Boigny. C'était une nécessité, non pas pour faire du mal au président Félix Houphouët-Boigny, parce que quoi qu'il y ait eu des dérives, nous lui reconnaissons quand même d'avoir porté le pays à un moment donné avec brio. Et ça, nous devons tenir compte de cela pour pouvoir, n'est-ce pas, passer sur certaines erreurs de sa vie. Mais nous avons manqué de faire les états généraux, en tout cas de la gestion du pays, depuis 1970 jusqu'à ce que le multipartisme éclate. C'était important pour pouvoir comprendre aujourd'hui tout ce que Ouattara est en train de faire. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, si vous êtes assez objectif, Ouattara est en train de reprendre, en train de continuer le travail qui devait être linéaire. Tous ces projets aujourd'hui qui sont en train de sortir, il y a pas mal de projets qui étaient déjà programmés et dont les fonds qui ont été décaissés pour ça ont été consommés. Où sont partis ces fonds? C'est des questions auxquelles ils doivent répondre. Parce que vous ne pouvez pas détruire un pays qui est aussi riche et que la nature a donné tellement de moyens à la Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de mieux vivre et nous servir ce qu'ils nous ont servi en termes de perte de vie humaine surtout. Et aussi mettre sens dessus-dessous le système éducatif. Parce que c'était l'épine dorsale qui pouvait porter la Côte d'Ivoire et sur lequel le président Félix Houphouët-Boigny avait beaucoup misé. Mais dès qu'Akoto Yao est parti, ils ont mis sens dessus-dessous le système éducatif. C'était un processus fait exprès pour pouvoir arrêter cette évolution de la société ivoirienne pour lui permettre, n'est-ce pas, d'être en phase avec le processus d'évolution ou de développement du pays. Mais ce processus a été stoppé exprès et c'est pourquoi nous avons assisté, comment on appelle ça, à la chute du miracle ivoirien qui s'est transformé en un mirage
et avec tous ces corollaires que nous connaissons aujourd'hui, la guerre et les atrocités qu'on a subies du fait du pouvoir de Laurent Gbagbo, etc., Guy Robert, tout ça, c'est des enchaînements qui sont logiques et compréhensibles si vous avez une lecture claire de l'évolution socio-historique de notre jeune nation. Mais aujourd'hui, le processus de toilettage est en train de réussir, en tout cas, on est en train de réussir cette mission-là. Et le président, sans le dire, il est en train de le faire avec méthode et efficacité. Et c'est cela, mes chers frères ivoiriens, que vous devez comprendre. Vous qui êtes encore manipulés par l'opposition, c'est votre combat que nous sommes en train de mener. C'est votre combat. Il faut que ce pays revienne à ses enfants. Il faut que la Côte d'Ivoire soit gérée par ses enfants. Il faut que la Côte d'Ivoire, le bonheur qui se trouve dans ce pays-là, soit dirigé d'abord vers ses enfants. Et puis après, on peut faire profiter cela à d'autres personnes. Nous ne sommes pas des égoïstes, mais il y a quelque chose dans d'autres pays qui se passe et qui a été un complot ourdi que nous ne pouvons pas laisser prospérer et s'enraciner dans notre pays. C'est pour cette raison que chaque fois que le président de la République commence à mettre en place un projet, ils sont attaqués. Parce que c'est un affront contre leur vision, contre le système qui a été mis en place. Donc je voudrais m'arrêter là pour vraiment te féliciter tous les auditeurs et dire que tout ce que nous disons là, ce n'est pas des choses que nous disons de façon hasardeuse, elles sont vérifiables, allez les vérifier et vous allez entendre encore plus fortement des vérités qui vont vous faire tomber des nues. Parce qu'en réalité, les gens ne se battent pas pour la Côte d'Ivoire, ils se battent pour maintenir un système. Et nous n'allons jamais accepter cela. 2025, donc, je vous invite à redoubler d'efforts, à être vigilants, de faire en sorte que ces élections-là aient lieu de façon très calme et que le vainqueur gagne tranquillement et qu'il gouverne. Mais si vous voulez, en tout cas, vous opposer à ce processus, ayez les arguments solides. Je sais que vous n'en avez pas assez pour ceux qui sont contre ce processus-là. Et vous savez, notre détermination, elle est tellement immense que nous ne dormons plus. Nous ne dormons plus. Parce que nous savons que si nous perdons ce combat, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se retrouver, en tout cas dans les ravins. Et nous n'allons jamais permettre cela. Donc, chers frères éclaireurs, je vais permettre d'intervenir sur ces quelques propositions que je viens de faire, quelques observations que je viens de faire, quelques rappels que je viens de faire, pour permettre à nos frères et sœurs ivoiriens, et même de la sous-région, de comprendre que les Ivoiriens ne demandent qu'une seule chose, que la Côte d'Ivoire revienne à la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire va être toujours une nation généreuse, elle ne sera jamais du côté, en tout cas des nations qui, dans le bonheur, se détournent des autres. Et si vous avez compris cela, vous avez compris l'essentiel de notre combat, un combat pour un progrès qui va influencer même toute l'Afrique, et principalement l'Afrique de l'Ouest. Et si vous nous accompagnez dans ce combat, vous avez fait le bon choix. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, cher René. Merci encore de cette belle explication. Et c'est en cela que réside même l'utilité de vivre longtemps, mais en ajouter la sagesse, c'est encore une vie méritée. Et vous méritez le temps que vous avez eu, et puisse Dieu vous en donner autant. Je vais réexpliquer sous votre contrôle, pour que ceux qui n'ont pas compris puissent comprendre. Chers parents, ce que le patriarche vient de dire là, vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est situé à l'ouest, on fait frontière avec le Libéria, la Guinée-Conakry. Au nord, on fait frontière avec le Mali, le Burkina Faso. Et à l'est, on fait frontière avec le Ghana. Et nous, on est situé là. Et en bas de notre pays, il y a l'océan Atlantique. Ce qui fait que la végétation est bonne. Il n'y a pas de désert en Côte d'Ivoire. Même quand tu prends pied de manioc, tu lances,
ça pousse. Quand les Blancs ont fini la colonisation dans tous nos pays, en Afrique de l'Ouest, là, le Burkina avec le Mali et le Sénégal, là, et on les appelait, dans un premier temps, le Soudan français. Après, ils ont divisé. Ils ont ajouté la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Ils ont appelé ça la Haute et la Basse Volta. Mais, une chose qu'il faut retenir, les intellectuels africains étaient formés à l'école de William Ponty au Sénégal. C'est pourquoi les Sénégalais pensent qu'eux sont mieux que tous les Africains. Si on ne vous explique pas certaines choses, vous n'allez pas comprendre de quoi l'histoire est faite. Et donc, ils ont toujours maintenu cet orgueil-là, qu'eux sont mieux que les autres Africains. Maintenant, à un certain moment, quand on a pris nos indépendances, chaque pays africain a son indépendance, c'était généralement autour de 1960. En Côte d'Ivoire, là, nous, on n'avait pas des intellectuels comme les autres. Donc, ce qu'on a fait, ils ont fait venir les intellectuels de la Haute-Volta, du Soudan français. Je vous ai dit que le Soudan français, c'était le Sénégal et le Mali. Ils ont fait venir ces intellectuels en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons une végétation qui permettait de faire écouler tout ce que le colon avait à partir de la mer pour aller en France. Et vous allez me dire, mais il y a la mer aussi au Sénégal. Mais il y a aussi le désert au Sénégal. C'est vaste. La végétation n'est pas aussi généreuse que la Côte d'Ivoire. Mais lorsque les Blancs ont fini leur temps, qu'ils rentrent, Oufoué continue ce même système. Félix Houphouët-Boigny là, il continue le même système. Il prend donc les Blancs. Quand eux sont Blancs français, on les appelle coopérants français. Ils sont dans toute l'administration ivoirienne. Quand ce sont des Africains, on dit que ce sont des frères africains. Ce n'est pas seulement les Burkinabés et les Maliens qu'on a pris pour travailler. C'est pour eux que tout le monde voit. Il y avait beaucoup de Sénégalais. Il y avait beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens, beaucoup de Béninois. En ce moment, on les appelait les Dahoméens. Mais ces gens sont finis par comprendre, ces étrangers que Houphouët a appelés, ils ont fini par comprendre que la Côte d'Ivoire, ils peuvent se servir de la Côte d'Ivoire pour développer leurs différents pays. Quand j'ai commencé, je vous ai donné les frontières de la Côte d'Ivoire, les pays limitrophes. Écoutez très bien. Donc ceux qui sont venus en tant que des intellectuels pour aider la Côte d'Ivoire, d'autres ont été ministres dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont occupé presque tous les postes. Ils ont dit à leurs frères, venez, venez, ce pays-là, partout où vous serez, vous pouvez occuper des postes et vous pouvez devenir des gens. Il n'y a rien à négliger. Et c'est comme ça que, au nom de la libre circulation de la CEDEAO, ces personnes sont venues en tas en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, de façon silencieuse, est-ce qu'aujourd'hui, toi, Ivoirien, on s'en va couper le bois dans ton village? Est-ce que toi, tu peux vendre ce bois-là? Si je te parle pour que tu comprennes là, je parle à ton esprit pour te montrer la vérité. Il y a quel Ivoirien qui est vendeur de bois en Côte d'Ivoire? Ce sont les Nigériens qui ont pris ce marché. Le port là, c'était les Burkinabés. Le commerce, c'était les Maliens. Donc, ils ont pris les différents secteurs et puis ils sont assis dessus. Ils ne font pas de bruit. Tant que les Ivoiriens sont dociles, tant qu'on ne se rend pas compte qu'eux vivent bien sur notre dos, il n'y a pas de problème, tout marche bien. Ils vont faire semblant de te lancer du mon frère ça va, parce qu'ils gagnent leur intérêt avec la Côte d'Ivoire. Mais à un certain moment, les enfants de ces étrangers qui ont grandi en Côte d'Ivoire pensent qu'ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens parce qu'ils ont trouvé leurs parents occupent des secteurs clés de l'économie ou de l'administration. Et donc, eux pensent qu'eux sont plus ivoiriens que les Ivoiriens.
Et ils se sont dit, ils ont expliqué à ces enfants-là, on est sur le dos des Ivoiriens. On ne sait pas le jour où ils vont se réveiller. Mais entre-temps, là, vous, là, soyez solidaires les uns des autres. Maintenez, serrez le coude pour ne pas que ces gens-là se réveillent. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est trop intelligent, mais qui parle beaucoup, essayez de les corrompre. Ils vont se taire. Et c'est de cette même façon-là qu'ils ont eu Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, une fois venu au pouvoir, il avait une chance historique de remettre les pendules à l'heure. Mais il a raté son combat parce que ceux qui étaient avec lui ont privilégié l'argent. Les étrangers là, les Libanais, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Sénégalais mettaient de l'argent ensemble pour remettre à Laurent Gbagbo. Pour finir, il a fermé les yeux sur le combat qu'il voulait mener là. Il a détourné ce combat là pour mettre ça sur les gens du Nord. Pour mettre ça sur les gens du Nord de la Côte d'Ivoire. Là, comme ça, les gens ne vont pas lui dire qu'il n'a pas mené le combat, mais il crée plus de problèmes et il laisse ça comme ça. Après lui, quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, sans beaucoup parler, il a déjà une bonne connaissance de la situation. Quand il était Premier ministre dans les années 90-92, il a bien vu le problème. Mais un Premier ministre n'est qu'un Premier ministre. Un Premier ministre n'est pas un président de la République. C'est lorsqu'il devient président de la République, le 11 avril 2011, méthodiquement, le président Ouattara comprend qu'il y a tout un système de complot international qui est émis contre la Côte d'Ivoire. Sinon, Bion que vous voyez là, son papa là, lui, il est quitté où? Pour venir avoir des entreprises en plein midi en Côte d'Ivoire. C'est la destruction des différentes seaux de sucre. 5 seaux de sucre. C'est cet argent volé là qui a été remis à des étrangers pour créer la société que Bion est en train de gérer. Mais Bion là, lui, on va revenir à lui après. Il n'y a personne qui sera épargné. Et donc, la Côte d'Ivoire a été dépecée comme ça dans les mains des étrangers. Comment faire maintenant pour reprendre cette Côte d'Ivoire? Ils sont tellement mauvais et méchants. La CIFCA que Bion a là, ils font exprès pour augmenter le prix du lait, du sucre aux Ivoiriens. Pour dire que c'est le gouvernement. On a vu tout ça. Le président Ouattara décide que toute cette nébuleuse-là, pour les combattre, on ne peut pas les combattre violemment. Il faut prendre son temps. Et il faut aller étape par étape. Et on se rend donc compte que il y a un chef d'État qui est devenu, il y a quelqu'un qui est devenu président, mais il est très intelligent. Et on ne peut pas le matagraboliser comme Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, lui, il a fait une erreur par bonne foi. Il pensait faire du bien à des frères africains. Mais ces frères africains ont tapé dans son dos. Avec Bédier, on avait un président idiot. Les gens l'ont mélangé. Avec Babo, on avait un couillon à la tête de l'État. Les gens ont fait vaouin. Mais on se rend compte que celui qui est là aujourd'hui, Alassane Ouattara, il a une très bonne connaissance du monde. Et il sait comment les choses se sont passées. Et on n'arrive pas à l'impressionner. Subitement, on voit que les pays limitrophes comme le Mali, le Burkina, il est en train de fermer leur mangement là. Ces pays-là disent aujourd'hui, nous allons créer une rébellion contre toi. Ah! Vous n'êtes pas des Ivoiriens, mais vous allez créer une rébellion pour venir en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. En réalité, là où les Ivoiriens devraient manger, ce sont les Ivoiriens qui doivent vendre le bois, qui doivent maîtriser le business du bois en Côte d'Ivoire. Les Nigériens disent, on va se mettre ensemble avec les Maliens pour vous combattre. Au port là, ils disent, nous on n'a pas de mer chez nous, mais si vous nous enlevez du port là, on va faire une rébellion contre vous. En réalité, tout ce qui se passe, que vous voyez, tout ce que vous entendez là, c'est au fond, je suis en train de vous dire là.
Si vous voyez les Ibrahim s'exciter, les Assimi s'exciter là, c'est parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il y a un président qui est intelligent, un président qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Et donc, ils ont mis leur haine ensemble pour dire aujourd'hui là, on va lutter pour les intérêts de nos parents. Et Tidiane Thiam vient pour faire le combat de ces personnes-là. Les fils de migrants qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui étaient en train de se sucrer sur le dos de la Côte d'Ivoire. C'est le combat de ces gens-là. Ce sont eux qui financent les Tidiane Thiam. Ça, on va vous dire, hein, avec quelques entreprises, quelques multinationales à travers le monde. C'est eux tous. Parce que Sifka que je vous ai parlé là, c'est une multinationale qui est installée au Sénégal, partout en Afrique. Et donc là, c'est eux tous qui se mettent ensemble aujourd'hui pour combattre le président Ouattara. Et Tidiane Thiam est leur représentant en réalité. Quand il s'agit des intérêts, Tidiane Thiam et Bion ont les mêmes intérêts. N'oubliez pas ça. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent être fiers de vivre dans leur pays. Les Ivoiriens qui ont un village, ou bien qui ont des villages, doivent être prioritaires, là où cela se devrait. De la même manière qu'un Ivoirien ne peut pas le conduire un taxi au Niger, là. C'est comme ça qu'un Nigérien ne doit pas, on ne doit pas lui permettre de conduire taxi en Côte d'Ivoire devant un jeune Ivoirien. De la même manière que nous, on ne peut pas aller vendre les chameaux au Niger, là. C'est comme ça que les Nigériens ne doivent pas vendre bois chez nous en Côte d'Ivoire. De la même manière qu'un Ivoirien ne peut pas posséder des terres au Burkina Faso, c'est de cette même manière-là que les Burkinabés ne doivent pas posséder des terres en Côte d'Ivoire. De la même manière que les Maliens ne peuvent pas laisser un Ivoirien aller ouvrir une boutique à Dabanani, c'est comme ça que les Maliens ne devraient pas posséder le commerce. Mais comment se fait-il que ce qu'eux n'acceptent pas chez eux, eux veulent que nous, on accepte qu'eux fassent ça chez nous? Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas un combat de haine. Moi-même qui vous parle là, je suis étranger aux États-Unis. Je ne peux pas dire que je veux combattre les étrangers. Ce serait incongru. Mais je connais ma place. Et je respecte ma place. Et je respecte la place des fils et filles de l'Amérique. C'est ce que les étrangers ne veulent pas respecter chez nous en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Alassane Ouattara est en train de leur faire comprendre. Qu'il faut qu'il y ait l'espace pour les filles et les fils de ce pays-là. Même si vos pères ont été dans l'administration, même si vous avez eu des faveurs, on ne peut pas vous favoriser plus que les vrais Ivoiriens. Parce qu'à la fin de la journée, là, vous avez un autre pays où vous pouvez partir. Mais les Ivoiriens, là, eux, là, ils n'ont rien d'autre que ce qu'ils ont. Donc, laissez, on va leur faire la priorité. Et puis, vous allez manger à côté. C'est ce combat-là qui est là aujourd'hui. Et c'est Tidiane Thiam qui est le représentant de ces enfants d'étrangers qui veulent venir brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous avez vu Laurent Gbagbo envoyer des gens au Burkina Faso pour dire on va faire comment pour faire une rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont en train d'apprêter leurs gens. Mais nous, les Ivoiriens, on va défendre la Côte d'Ivoire. Et ça, si j'ai parlé simplement comme ça, c'est pour que tout le monde comprenne. Après, on va couper et puis on va mettre pour que tout le monde comprenne bien. C'est ce que le patriarche avait dit. Cher aîné, si je me suis trompé, veuillez me corriger. Non, merci beaucoup. Tout à fait, parfait, parfait. Mais on a commencé, on va aller plus loin. Aujourd'hui, ça va être une mise en bouche. Parce que là, ils sont plus que déterminés, mais ils voient que, voilà, il fallait pas ce président-là pour arrêter leur élan. Mais parce que la Côte d'Ivoire a été toujours généreuse, elle va le rester, je le répète tout le temps, la Côte d'Ivoire est faite pour partager, mais il y a des choses qui se passent qui sont plus acceptables. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous accorder ce temps d'antenne. Je remercie aussi tous ceux qui ont fait l'effort de nous écouter et surtout de les utiliser, pas pour détruire quelqu'un, mais pour maintenir la vérité de la réalité, parce que les gens s'évertuent à cacher cela et nous envoyer sur un terrain qui n'est pas la vérité. Non, nous n'allons pas accepter cela. Parce que nous ne racontons pas des histoires qu'on nous raconte, mais c'est des histoires que nous avons vécues dans notre chair et dans notre âme. Nous en avons été victimes. Il y a d'autres pans, quand on va vous expliquer comment certains Ivoiriens ont perdu leur fortune
vous allez comprendre que c'est un complot bien ficelé et ça ne peut pas durer. Je crois que le temps est arrivé pour les Ivoiriens de mieux cerner, en tout cas, le combat qu'il faut mener, le combat juste. Et ceux parmi nous qui sont indignes, c'est dommage, nous n'allons pas, en tout cas, être tendres avec vous. Nous allons aussi vous servir, en tout cas, la rigueur la plus implacable, parce que votre devoir, c'est de protéger votre pays. Et si vous nous avez livrés en pâture, n'est-ce pas, à ceux qui sont venus, en tout cas, avec ces esprits malsains, nous n'allons pas l'accepter. Donc, je pense que nous devons, et nous, c'est notre devoir, de soutenir le président de la République, qui est très, très pondéré, qui n'est pas dans les excès, c'est ça qui fait son élégance. Il n'a pas dit la Côte d'Ivoire c'est ferme aux autres, mais la Côte d'Ivoire, elle est généreuse, mais la Côte d'Ivoire a des règles, et ces règles-là doivent être respectées. La Côte d'Ivoire doit aussi faire profiter sa prospérité à ses enfants, et ça ne doit pas être un rêve, ça ne doit pas être dans les mots, mais ça doit être dans la réalité. Il faut que chaque Ivoirien ait une maison digne, en tout cas de la race humaine, quelqu'un qui doit vivre très bien, avoir un bon chez lui, qu'il ait accès à la mobilité, qu'il se soigne correctement, et puis que le pays soit bien équipé, de sorte que les Ivoiriens n'aient plus envie d'aller perdre leur temps ailleurs, parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire a beaucoup, non seulement pour elle-même, mais aussi à donner au reste de l'humanité. C'est là la question, et nous n'allons pas, en tout cas, changer de virgule ou de point dans cette problématique. Elle sera suivie. Nous remercions le président de la République, faisons des prières pieuses en ce mois béni de Ramadan, que Dieu l'assiste, que Dieu le fortifie, Dieu lui donne la santé, Dieu lui donne en tout cas la lumière pour conduire le navire ivoire, que les Ivoiriens sortent des querelles inutiles, qu'ils s'accrochent à la vérité et qu'ils essaient de comprendre que c'est notre Côte d'Ivoire que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Des éléments sont sur le terrain qui montrent que parmi tous ceux qui sont passés, à la vérité, le président de la République a compris le problème et il est en train de le traiter, non pas dans la violence, mais avec une maestria qui est digne des gens qui sont sages, qui ont de la profondeur et de la clarté dans l'esprit. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont à cette école-là, et c'est ceux-là qui vont continuer le travail. Le jour où le président de la République sera dans l'honneur appelé à se reposer. Voilà. Et merci pour vraiment nous entretenir chaque jour comme ça. Tout ce courage-là, c'est vraiment, ça a un caractère divin. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, cher patriarche. Nous vous souhaitons une excellente nuit, toute la grâce de Dieu, avec toute la clémence divine sur nous. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci à vous. Je vous en prie.